Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bonjour et bienvenue au Cœur des Corps, le podcast du Centre de santé sexuelle Le Griffon. Je suis François, médiateur au Griffon, et aujourd'hui je reçois Émilie Delaunay, qui est réalisatrice de films X, infirmière et sexologue. Et on va parler principalement du rôle de la coordination d'intimité dans le milieu du X. À mes côtés, j'ai également Loïc, intervenant au Griffon. Donc merci à vous deux d'être là. Je vais vous laisser vous présenter Émilie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Je pense que tu as déjà à peu près tout dit. De même, bonjour Loïc, et du coup je suis intervenant social au Griffon. Bien. Et ravi d'être là. Donc aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est porno, sexo, cordo, let's go. Ok, Est-ce que ça te convient comme titre? ça me va Ouais. tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours un petit peu? Moi, voilà, j'ai été actrice à partir de l'année 2004. J'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans. Je suis devenue assez vite réalisatrice, puis maintenant réalisatrice et productrice de mes films pour adultes. Et en parallèle, je suis infirmière, dotée d'un DU de santé sexuelle, donc sexologue. Et voilà. Est-ce que tu as fait les études avant de te lancer dans la pornographie ou c'est des études d'infirmière? Non, Ou c'est quelque chose qui est venu après? je suis devenue infirmière, j'étais plus actrice, mais en première année d'école d'inf, j'ai quand même tourné 3-4 scènes pour Ok. Hervé Baudilis, parce qu'il avait une nouvelle série qui s'appelait Club Extrême, et je tiens, pour une fois qu'il va faire des vrais trucs qui plaisent bien, je vais y aller. J'ai eu un petit revival à un moment, un petit appel du pied de Dorcel pour aller quand même retourner un petit peu sur une scène. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le contenu pour adultes? Alors moi, vraiment, c'était l'expérience sociale, quoi. J'avais pas, j'avais pas du tout pris possession de ma vie intime, pas d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, très peu de partenaires, pas encore de libido, de désir, de j'aimais plaire comme une gamine de 18 ans aime plaire, quoi. Voilà. Je suis arrivée sur mon premier shooting, je m'étais jamais maquillée ou très peu. Je mettais pas de vernis, j'avais pas du tout, je m'étais pas emparée ni de ma féminité ni rien. J'avais pas du tout conscience que j'étais une jolie jeune femme. Et donc, quand on m'a proposé après des photos un rôle mineur dans un film à plusieurs, j'ai dit oui. Mais vraiment dans l'expérience sociale, le fait que pour moi le sexe c'était un truc comme un autre, ça n'avait pas d'importance. Mon intimité n'avait pas beaucoup de valeur, en tout cas au sens la valeur de ce qu'on a, enfin de ce qu'on. C'était pas un truc comme ça. Je recherchais pas le plaisir, je recherchais pas la performance. J'allais faire un job avec mon corps. On m'aurait mis à peu près n'importe quel acteur. Je m'en fichais un peu. J'ai tout appris. Tu as commencé par le strip, c'est ça? Ouais, j'étais danseuse d'abord. Mhm. Ok. Et puis j'ai fait un peu de strip, un peu de gogo, surtout du gogo. Hein. Ok. Surtout du gogo plus que du Et strip. dans la continuité, quelle image t'avais de justement cet univers-là du contenu pour adultes? Mais je n'avais aucune image. Ok. Je connaissais Clara Morgan comme on connaissait Cyril Lignac pour la cuisine, quoi. J'avais jamais vu de film, j'avais pas de télévision. Moi, je sortais de 3 ans de vie un peu roue libre. J'étais pas intéressée par tout ça. J'étais pas le genre de jeune fille qui s'intéresse beaucoup à l'image, au sexe, à la séduction. C'était pas du tout mon monde. Moi, j'aimais la musique, les copains. Non, j'avais pas d'image. Hein. Mais moi, on m'appelle. J'avais fait des photos parce que évidemment, je plaisais un petit peu, donc j'avais fait des photos. On me contacte, on me dit voilà, c'est un film pour Dorcel. Je connaissais pas, quoi. Et tu penses que c'est ça qui a joué le fait que justement, t'avais pas. Alors, je reprends. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a joué le fait que justement tu t'es lancé sans quelque part une crainte justement de. En plus, non, mais alors déjà, par grande naïveté, en fait, Ok. ça aurait pu être particulièrement dangereux. Hein. J'ai pris un train, je me suis présentée en Normandie. On est venu me chercher à la gare. Le lendemain, j'étais sur le set.
J'ai observé toute la journée, j'ai posé plein de questions, tout le monde s'est présenté. Le surlendemain, j'ai à nouveau observé. Et enfin, le 3e jour, on m'a dit, allez, ça va être à toi. OK. Cool. En fait, ça aurait pu être un piège horrible et il aurait pu m'arriver des catastrophes. Mais entre le moment où ils m'ont contacté, j'avais fait des photos pour Hot Vidéo. Donc, c'était à l'époque un gros magazine. C'est pas du tout le torchon qu'on connaît maintenant. Et quand Dorsel m'a contacté, j'en ai parlé avec le photographe qui était venu pour Hot Vidéo. Et il m'a dit, mais il y a le salon érotique à Bordeaux, là, dans quelques jours. Présente-toi et va parler aux nanas. Demande-leur, on m'a proposé ça. Elles vont te dire si c'est bien ou pas. Et en fait, la première comédienne avec qui j'ai parlé, c'était Estelle Desange. Je suis arrivée sur le salon comme une petite nénette. Et j'allais voir les stands où il y avait des femmes qui, en fait, se distinguaient pas des autres participants du salon parce qu'elles n'étaient pas plus sexy ou bimbo ou quoi. Enfin, Estelle Desange, c'était une femme normale, grande, jolie, mais pas non plus à tomber par terre. Et je me suis adressée à elle, voilà, je m'appelle Émilie, on m'a proposé de tourner bientôt pour tel truc, vous en pensez quoi? Et elle m'a répondu très simplement, si un jour tu te poses la question, est-ce que j'ai envie ou pas de faire l'amour devant une caméra, c'est quand même les conditions rêvées. Je dis ok, voilà. Et donc j'y suis allée, mais avec beaucoup de naïveté et l'envie de connaître un peu, sans attente. Je savais très bien que c'était underground en plus à l'époque et que personne ne le saurait. C'était DVD. Elle n'allait pas devenir... Aujourd'hui, on fait un truc, même dans sa voiture, filmé par un voisin. Le lendemain, on est partout sur Internet. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a ce regard qui a changé, justement, puisqu'on est beaucoup plus exposé. Une personne qui se lance dans le contenu est beaucoup plus exposée rapidement qu'avant, justement, quand on était sur des DVD ou des magazines qu'on trouvait que dans des tabac presse. Est-ce que ça peut changer justement la perception qu'on peut avoir justement de... C'était surtout pas la même exposition. C'est qu'à l'époque, nous, on avait un peu ce truc des déesses mystiques. Parce qu'on était dans un monde parallèle, on nous voyait que belles, maquillées, coiffées, sur des talons, des lingeries. Les gens qui voulaient nous rencontrer, c'était salon érotique, faire la queue pendant 2 heures pour un pauvre flyer qu'on signait en mettant bisous XXX. Ils n'avaient pas le droit de nous faire la bise, ils n'avaient pas le droit de poser la main sur notre épaule. Il y avait des cérémonies de Ward à Bruxelles, à Cannes. Il y avait un truc un peu mystique de femmes inaccessibles. Donc, c'était pas ce qu'on appelle la girl next door? Pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est arrivé avec Internet. Ouais. Et donc, c'est vrai que même si on était exposé ou reconnu, on avait quand même une distance naturelle. On était très vite starifié, très vite un peu... une sorte d'étoile, une personne, un peu sacralisée, ouais. Là où le contenu, pas du tout. C'est fait au téléphone, chez soi, toute seule, on n'est pas accompagné, on n'est pas encadré, peut-être qu'on fait des choses moches, et on n'est pas au contact de ses pairs pour comprendre ce qui peut nous arriver, gérer la fiscalité, gérer l'image, gérer les retombées psychosociales, professionnelles derrière. C'est pas du tout le même métier. Mais encore maintenant, être actrice X et être créatrice de contenu ou créateur de contenu, ça n'est pas le même travail. Et on cible peut-être pas aussi le même public, finalement. Exactement, parce que je pense que ce qui marche super bien sur les plateformes, c'est avant tout les conversations. Les médias personnalisés. Le fait de réaliser quelque chose pour le client, qui a pris un abonnement chez toi. En général, maintenant, l'abonnement est gratuit d'ailleurs, mais il n'y a plus que la conversation. L'actrice X... on l'aime elle, on connaît son prénom, on achète ses films. Moi, j'avais des gens qui venaient en salon avec tous mes DVD à signer, qui avaient imprimé la photo faite ensemble au précédent salon. Je recevais des courriers, je recevais des cadeaux. Il y avait un truc vraiment de pop star, un petit peu. Alors que c'est pas du tout le cas dans la création de contenu. Oui, où là, plutôt, la personne créateur de contenu est beaucoup plus accessible. Finalement, c'est pas on cherche pas la même chose. C'est plutôt l'exclusivité de la relation. Okay. Réelle ou supposée d'ailleurs, alors qu'une actrice X, au contraire, c'est tout sauf la relation réelle ou supposée. C'est on regarde parce que c'est une star. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a tellement d'actrices, il y a tellement de scènes, elles font tellement de contenu, à la fois sur leur plateforme, à la fois pour Internet, à la fois pour tout. Elles sont tellement nombreuses, il y a une telle quantité qu'elles n'arrivent plus à sortir du lot, elles se distinguent pas. Nous, à l'époque, on n'était pas nombreuses. Dieu sait qu'on se tirait la bourre, mais on n'était pas nombreuses. Alors, une Française qui partait aux États-Unis, c'était un truc de dingue. Pour les gens qui suivaient l'actualité du porn, on avait une actualité du porn. Ok.
Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le rôle de la coordination d'intimité. On n'en parle pas assez. Je pense que ça va être amené à communiquer dessus, mais vu qu'on a une spécialiste avec nous, j'ai plein de questions. Je veux tout savoir. Qu'est-ce que c'est du coup vraiment la coordination d'intimité? C'est quoi son rôle? À quel moment la personne intervient? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de t'orienter dedans? Alors, le rôle de la coordination d'intimité, coordinatrice, Oui. coordinateur, hein, c'est principalement des femmes, il est variable selon les productions. À la base, donc en 2020, on a une énorme affaire judiciaire horrible, des dizaines et des dizaines de victimes et de nombreux acteurs, actrices professionnels qui ne se reconnaissent pas du tout dans l'image que ça donne de la pornographie. Tu peux rappeler un petit peu cette affaire? Oui et non, puisque c'est toujours en cours, En cours, ça n'a pas ok. été jugé. D'accord. Mais concrètement, du fait que la profession n'est pas encadrée, qu'on ne peut pas distinguer un professionnel d'un fils de... À peu près n'importe qui prend une caméra, se filme en train de baiser quelqu'un, la rémunère ou pas, fait un test ou pas, attend son consentement ou pas, et diffuse la vidéo massivement, qu'elle le veuille ou pas. Voilà. Sauf que ce n'est pas le parcours de tous les professionnels de la pornographie, et on s'est retrouvés tous dans le même sac, soit victime, soit bourreau. Donc moi, ancienne actrice, donc victime. Et ça m'a rendue folle. J'ai ma mère qui m'a appelée en larmes. T'aurais dû nous dire que c'était l'horreur. Non, mais pas du tout. Mon père qui devient tout gentil avec ce que tu as vécu. J'ai vécu, mais attends, mais au secours. Et donc, à ce moment-là, je me suis sentie obligée déjà de prendre la parole, de défendre mon parcours, de parler en mon nom, de dire hop, 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 on n'a pas tous vécu ce genre de choses. Même s'il y a des victimes, effectivement, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Surtout, il ne faut plus que ça arrive. C'est arrivé parce qu'on n'avait pas de cadre. Et à ce moment-là, Dorsel me contacte en me disant « Émilie, justement, nous, on aimerait poser un cadre. Quelles seraient tes recommandations ?» Et le timing toujours, je suis en train de préparer mon mémoire. Et donc, je prépare, je fais ce qu'on appelle l'entretien semi-directif. L'idée, quand on fait un mémoire infirmier, c'est de se poser des questions, d'aller les poser à un maximum de monde et de faire des petites statistiques. Et je me dis, c'est pas moi, avec mon parcours de rêve. J'ai eu la chance d'avoir 2 agents merveilleux au fil de ma carrière, un en Europe, un aux États-Unis. J'ai été représentée. J'ai un certain caractère. J'ai une image très spéciale de ce qu'est un professionnel ou pas. Et donc, j'ai jamais eu de problème. C'est pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire ou pas. En plus, je date un petit peu. Donc, aujourd'hui, le marché ayant changé, je leur dis, venez, on fait une enquête sociale. On prend un sociologue et on va auditer le business. Et donc, on s'est entretenu avec 50 personnes. Acteurs, actrices, créateurs de contenu, anciens, nouveaux, hommes, femmes, maquilleurs, cadreurs, ingénieurs du son, réalisateurs, producteurs, chacun pouvant faire part de son parcours, de ses besoins, de ce qui lui a manqué, de ce qui paraîtrait bien, de ce qui fait chier. Et on a sorti de ce grand panel, de cette grande interrogation, 18 recommandations qui sont la charte déontologique. Et s'il y a eu un point commun à peu près toutes les conversations, soit parce que les uns ont peur du MeToo, soit parce que les autres ont pu vivre des choses pas cool ou ont entendu des choses pas cool, c'est la nécessité du tiers de confiance. Moi, j'avais nommé avec mon collègue avocat et le sociologue dans la charte déontologique le tiers de confiance. Et au fil de l'installation de ce règlement, qui ne fait pas foi, hein, c'est pas une obligation, c'est voilà ce que nous, on vous propose pour travailler mieux. Et ça a été adopté par beaucoup de prods, donc tant mieux. C'est un tiers de confiance et en avançant, c'est devenu coordination d'intimité. Quand nous, on a pensé au tiers de confiance, c'est quelqu'un qui est sur le tournage, qui a vérifié que tu as compris ton contrat, que tu as compris ce que tu allais faire, que ce que tu as accepté de faire, ce sera respecté, qu'à tout moment, tu peux exercer ton droit de retrait, ce qui est aussi nouveau dans la charte déontologique, c'est le droit de retrait, que tu as bien été payé, qu'on a mis à ta disposition des choses hygiéniques, une douche, des préservatifs, qu'on n'a pas changé de partenaire au dernier moment, qu'on t'a pas imposé une pratique. En gros, le tiers de confiance, au-delà de veiller à ton consentement éclairé permanent, veille à la bonne application de la charte elle-même. Un peu un espèce de rôle de témoin Exactement. L'idée, c'était ça. L'idée étant que la prod met en œuvre la charte déontologique, le tiers de confiance est témoin de cette mise en œuvre. J'accepte d'être coordinatrice d'intimité pour une production et premier tournage où je vais, on me dit, c'est toi qui leur fais signer les contrats. Ok. C'est toi qui es en charge du sex bag. Donc le sex bag, c'est
sex bag où il y a dedans les capotes, les lubes, Ok. les sex lingettes, bag, les ouais. sacs poubelles, les sextoys, le sex bag. Oui, c'est toi qui vérifie leur doudonte. Donc j'avais une fiche où je devais leur faire cocher, je fais pas, je fais pas. Et en fait, je finis ce tournage. Enfin, on me dit même, alors elle, la comédienne, elle a l'habitude que le matin, faut lui emmener son petit déjeuner, faut lui rappeler la veille ce qu'elle va faire le lendemain, parce que le plan de travail, des fois, c'est compliqué. Et en fait, j'ai quitté ce tournage en disant, en fait, je ne veux absolument pas être coordinatrice d'intimité, parce que je ne suis pas une assistante personnelle, ni un chaperon, ni une babysitter. L'intérêt, c'est que chacun se prenne en main, chacun soit responsable. Et moi, je m'assure que ça a été fait. Parce que là, je fais tout à la place de tout le monde. Demain, sur un autre tournage, la même comédienne, le même comédien, si on ne fait pas à sa place, il ne sait plus. Mm. Alors, je vais prendre une expression d'un quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, mon boulot, c'est pas de leur amener du poisson, c'est de leur apprendre à pêcher. Oui. Et en fait, quand je leur explique ça, ils me disent « Ah, mais tu vas beaucoup trop vite. Il faut déjà le mettre en œuvre. Et petit à petit, ça deviendra leur standard. » Et je dis « Non, pas du tout, non. C'est leur standard, point. » Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, justement, ce rôle-là. Non. Finalement, ça a été un peu Ça n'existait pas, initié mais- par... Ça n'existait pas, mais en fait, autant dire que de mon temps, sur tous les tournages que j'ai faits, ça n'était pas nécessaire. En vrai, sur la charte déontologique, les 18 points qu'on a mis, à part le tiers de confiance, c'était déjà fait. Au fil de ma carrière, il n'y a jamais On se un basait sur seul le de respect ces l'autre. points qui n'était pas là. J'ai toujours eu accès à une douche. Et si on me dit, ah ben non, parce que là, on va tourner dans la forêt, prends ta douche avant de partir, en fait, oui, c'est logique, tu me préviens. J'ai vu dans le scénario que j'ai validé, que j'ai accepté de faire, que je vais travailler à 2h du matin au milieu de nulle part, je vais prendre ma douche avant de monter dans la voiture. C'est pas arrivé sur place que je dis, bah sinon je me l'avoue. C'est du bon sens. On peut pas non plus, tu vois, tout faire à la place des gens. Et du coup, question bête, qu'est-ce qui a fait qu'on a été obligé de le mettre en place, et justement par rapport à de mauvaises pratiques qui ont été... C'est ça. En fait, ça a été mis en place et pour différencier les gens qui travaillent bien, les gens qui sont fiables, les gens qui, pour la plupart, mettaient déjà ça en œuvre, de ceux qui se disent amateurs sur la forme, mais aussi sur le fond. Sauf que quand tu commences à tirer profit d'une activité, tu n'es plus un amateur, mon gars. Moi, on m'a jamais payé à jouer au football. Je suis une amatrice. Tu peux faire du contenu amateur. Je te filme avec mon téléphone, machin, il n'y a pas de souci. Par contre, je t'ai filmé, je dois te faire un contrat, je dois te payer, je dois m'assurer que tu sois en bonne santé, parce que moi, en fait, la vidéo, je vais la monétiser, donc je ne suis pas une amatrice. L'image l'est, parce que c'est ce que le téléspectateur veut voir. Mais On ne l'est est-ce pas. que c'est aussi parce qu'il y a eu justement ce contenu amateur qui est arrivé un peu sur le marché, cette nouvelle mode de production, qui a fait que justement on est obligé de mettre ces normes-là pour que finalement ça s'applique aussi à eux, parce que du coup il y a eu forcément des dérives sur certaines choses. En fait, avec l'arrivée d'Internet, est arrivée la possibilité de se filmer en numérique chez soi et de pouvoir le diffuser. Il y avait des sites comme Camelto, les premiers là, où n'importe qui vidait sa petite handycam et diffusait sa vidéo avec Bobonne. Si ça vous plaît les gars, super. Et ils gagnaient pas d'argent, c'était de l'exhibitionnisme numérique, tu vois. Et ça a dû éveiller bien des fantasmes dans plein de couples et ils se sont éclatés. Tant mieux pour eux. Pas du tout conscients que 20 ans plus tard, la vidéo serait toujours là. Peut-être. Mais je pense que c'est un peu un mélange de tout. C'est que d'un côté, faut pas oublier que la pornographie professionnelle, on est des professionnels. On est payé pour faire des cascades, on fait attention les uns aux autres, on est cadré, on est bien nourri. Souvent, on a des agents, on lit notre contrat avant, il y a un plan de travail, on joue un personnage et j'en passe. Ou même on vient pour du gonzo. Tout est vraiment... on est des professionnels et il y en a toujours eu et j'espère qu'il y en aura toujours. En parallèle de ça, il y a eu cette possibilité technique pour le tout venant de se filmer, de diffuser, de partager, de machin. Où là, ça a ouvert un peu la porte à n'importe quoi. Premier contenu pédopornographique, au passage. Où les gens se sont dit, en vrai, c'est hyper facile de faire du porno. J'ai juste à filmer des gens qui baisent et je vais gagner de l'argent. Sans se rendre compte que, en fait, c'est engageant d'un point de vue légal, c'est engageant d'un point de vue médical, moral aussi, de s'assurer du consentement des gens. Nous, dans le porno, il est inconcevable, et ça l'était déjà en 2004, que, ayant bu de l'alcool, tu puisses tourner. Impossible. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais été sur un tournage où je bois un verre de rouge et l'après-midi, je fais une scène. On me laisse pas travailler. Et de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Je suis au travail. J'ai fini ma scène. Je me sers un pichet de rouge. J'ai fini ma scène. On est au boulot. On applique les règles professionnelles classiques. Mais il y a aussi beaucoup de créateurs qui se les appliquent aussi, ces règles, dans leur façon de travailler. C'est quelque chose qui est associé plutôt sur
la production de films pour adultes professionnels. Sur le côté amateur, il y a aussi des amateurs qui posent des règles, fassent signer des contrats. J'imagine, comme dans le libertinage, il y a des moments où ils posent des règles, où ils anticipent un peu ce qu'ils vont faire, ils en discutent. Encore une fois, c'est du bon sens. C'est du bon sens quand on va partager une intimité avec quelqu'un, qu'elle soit filmée ou pas filmée, de s'assurer que tout le monde est content d'être là, que tout le monde est en mesure d'être content d'être là pour de vrai, et qu'il ne va rien arriver à personne. Ça devrait être le cas tout le temps dans la sexualité. Qu'on soit un professionnel, un amateur, ou papa-maman, ou un couple illégitime, whatever. Là où il y a eu un problème, c'est qu'il y avait un profit à en tirer de cette sexualité filmée. Et du moment qu'il y a du profit, il y a des fils. Tant qu'on n'encadre pas mieux la diffusion d'images, on laissera l'espace pour les gens qui font n'importe quoi. Et je pense que les plateformes ont encore du boulot à faire. Parce que par exemple, sur Mime, je peux demain poster la vidéo de n'importe qui en train de baiser, je n'ai aucune obligation d'identifier qui est dessus. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a aussi pas une responsabilité des plateformes à mettre en place justement des contrôles Évidemment. Mais encore une fois, ils font la même chose que Jackie et Michel. Ah, mais nous, on n'est que des diffuseurs. Ouais. On n'est pas responsable de ce que les gens consomment. postent. On a acheté un contenu, on n'est pas responsable de comment il a été fait. C'est peut-être là où il faut revoir la. C'est là où il y avait la réglementation, démarche il y a quelque temps. Alors, toutes les plateformes voulaient se munir d'un comité d'éthique. Fou rire. Les premières conditions qui ont été posées, alors moi je sais que j'avais été approchée, j'ai travaillé pendant 1 an presque avec Kingdom. Donc c'était une plateforme qui proposait pour un abonnement, tu as accès à tout le monde, c'est génial. Et moi les premières conditions que je posais, c'est déjà personne visage masqué. On doit pouvoir identifier le créateur ou la créatrice à tout moment, qu'elle n'est pas en train de diffuser la sextape de quelqu'un d'autre, sans son consentement. Surtout d'un mineur. Ou d'un mineur, ou de quelqu'un qui a accepté d'être filmé, mais certainement pas d'être diffusé. On a le droit de se filmer chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on veut être diffusé. Il faut absolument que les créateurs et créatrices de contenu puissent accéder à une coordination d'intimité. C'est-à-dire, voilà, on a prévu de se réunir 3 jours à 15 et de faire un maximum de contenu, passer un petit coup de fil pour s'assurer de comment on fait les choses au mieux. Juste être conseillé, avoir une ressource. Et pouvoir aussi appeler cette ressource. Là, on pense que ça s'est pas bien passé. On a truc qui pleure dans la salle de bain. Il y a machin qui a pris de la MDMA. On a un peu perdu le contrôle. Comme c'est diffusé pour cette plateforme, on propose un service d'accompagnement. Ça me paraissait le minimum. Pas du tout. Ah non, on va pas commencer à faire ça. Ne le faites pas. Les seuls, au final, qui avancent pas trop mal, c'est OF. Puisqu'on ne peut rien diffuser sans identifier tout le monde à l'écran. Par contre, on peut identifier n'importe qui. C'est-à-dire, j'ai fait le test il n'y a pas si longtemps. J'ai partagé une vidéo où je suis avec, me semble, Johnny Sins, whatever, une vieille vidéo. Et ça m'alerte tout de suite, attention, vous devez taguer la personne. Sinon, ça n'est pas publié sur votre mur. Et je tag Luca Lumacari, un comédien français qui n'était même pas né dans le porno à l'époque où j'avais tourné cette scène. C'est parti, c'est validé. C'est pas du tout lui dans la vidéo. Oui, donc il y a encore du chemin à faire, quoi. Oui. C'est un début. Ils ont une IA qui détecte qu'il y a une autre personne. Ils ont une intention, en tout cas. Après, sur la partie où justement tu disais visage masqué, c'est aussi peut-être le côté amateur, parce que c'est aussi ce que peut-être recherchent les consommateurs justement de contenu amateur, où on va être sur des scénarios un peu plus visage caché, des choses qui vont être plus proches que d'une production. Et du coup, j'entends qu'il faut poser un cadre, et c'est normal, hein, il faut le faire. Mais parfois, il y a aussi des créateurs de contenu qui jouent là-dessus, en fait. Bien sûr, mais tu peux très bien rentrer dans la scène, mettre ton masque devant la caméra et faire ta scène avec ton masque. On t'a vu sans, on t'a identifié. Oui, mais Nous, c'est dans ce les qui a films- aussi peut-être nous, dans permis les films à pour beaucoup de Canal+, gens de se lancer dans ça, justement. Mais en fait, si t'es pas au courant de ce que tu vas faire et que t'es pas sûr de l'assumer, ne le fais pas. Ok. Dans les films pour Canal+, des fois, on a envie de faire une scène avec des gens masqués parce que c'est sexy, parce que c'est libertin, parce que c'est whatever. On voit tout le monde sans le masque avant, ou on voit qu'il sans le masque au milieu, voilà, il enlève, il a chaud. Oui, mais là, c'est du professionnel. Bien là, on sûr. parle d'amateur, et au final, l'amateur, est-ce qu'il a les mêmes règles et les mêmes Quand attentes? je joue au foot, est-ce que j'ai le droit de prendre le ballon avec les mains? Non. Pour autant, je suis pas une professionnelle. Ouais, mais les conséquences... Non, mais les sont- règles, oui. les règles du jeu sont les mêmes pour tous ceux qui jouent au foot. Ok. Voilà. Non, c'était bien d'avoir... Belle métaphore. Et ton rôle de sexologue, du coup, parce que ça se rejoint un petit peu,
Bah, tout est un peu... Tout converge un petit peu vers les corps. J'ai fait mon DU de sexo à la base en me disant, voilà, tu prends énormément la parole pour parler de pornographie, de prévention vis-à-vis des mineurs, d'encadrement, de laisser les gens consommer tranquille, proposer-nous juste un cadre pour que tout le monde aille bien. Mais c'était toujours sur la base de mon vécu pornographique. Et je me suis dit, en fait, tu es infirmière, tu as accès à beaucoup plus d'informations que ça en faisant un diplôme universitaire. Et donc, j'ai passé mon DU à la base en me disant, je vais faire converger mes pratiques. Je ne serai pas juste l'ancienne actrice devenue productrice, je serai aussi l'infirmière qui s'est formée à la sexologie. Et en fait, au fil de ma formation, j'avais pas du tout prévu de devenir sexologue. J'avais juste prévu d'avoir un tout petit peu plus de légitimité et plus de balles dans mes colts quand je partais au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ou des fois en interview. Et en fait, au fil de ma formation, je me suis rendu compte à quel point la sexologie était un soin de support merveilleux, à quel point c'est important que les gens puissent avoir accès à une information fiable, sans jugement, sans morale, un espace d'écoute et de parole. Et après, en plus de ça, le fait d'être infirmière, je me suis rendu compte que à peu près tous les patients que j'ai croisés dans ma vie d'infirmière à l'hôpital auraient eu besoin d'une consultation de sexologie. Tout est lié, hein. Que c'est un soin de support et de bien-être qu'on néglige, on va dire, faites du sport, mangez correctement. Et on va demander en consultation facilement à votre médecin traitant, on va dire, le sommeil, ça va? Le travail, les enfants, vous mangez bien? Épanouissement sexuel. Mais au pieu, Ouais. personne ne demande. Et pourquoi? Parce que c'est l'angle mort de la santé. C'est l'angle mort de la santé, clairement. Même dans des parcours de soins où on sait que l'intime, il est ravagé, cancer du sein, chimiothérapie, prostatectomie, les rayons, sclérose en plaques, on sait quand même qu'il y a des vessies neurologiques, il y a des trucs vraiment intimes qui sont touchés par la maladie. Il y a même des traitements qui détruisent la vie intime. L'antidépresseur, c'est quand même le traitement le plus prescrit en France. Oui. C'est un tueur de libido. Jamais on va dire aux gens, par contre, attendez, vous n'aurez plus du tout de libido. Et les gens ne vont pas oser le rapporter. Parce qu'on va leur dire, oui, ça peut vous faire prendre un peu de poids, ça peut vous faire sentir fatigué le matin malgré les heures de sommeil adéquates. Mais on ne leur dit pas, ça peut vous faire baisser la libido. Donc il se dit, bah, c'est que moi. Il se dit même pas que c'est son traitement. Ça aide pas à sortir. Il se dit, c'est que j'aime plus bobonne. C'est mon couple qui va pas bien. Et en fait, dans la santé, médicale, paramédicale, vraiment à l'hôpital, dans les pratiques libérales, la santé sexuelle, vraiment, c'est au cœur du soin, au même titre que beaucoup d'autres choses. Et du fait de ta carrière justement professionnelle dans le contenu pour adultes, c'est ce qui a aussi motivé justement cette envie de faire la sexologie, parce que d'allier un petit peu ton expérience et avec justement... C'est ça, oui. C'était d'avoir en plus un diplôme et pas que mon parcours pour qu'on m'écoute un peu plus. Non, mais ça apporte du poids, de la crédibilité aussi, tout ça. Ah bah oui, c'est évident, oui. Ouais, dès qu'on a un parcours académique respectable, ça vaut toute l'expérience du monde, visiblement. Pour autant, je pense que j'utilise peut-être plus mon expérience et mon vécu d'actrice et de femme. Oui. Et de femme de 40 ans. Quand je suis en consultation ou quand je suis en conférence, je ne peux pas nier ce que j'ai vécu et ce que moi j'ai mis dans mon rapport à mon corps pour accompagner les gens. De toute façon, c'est l'expérience plus que les diplômes qui... Des fois, oui. Pas toujours. J'ai quand même appris beaucoup de choses au cours de mon DU. J'ai quand même appris énormément de choses, mais on ne peut pas nier l'expérience non plus. Tu as un public précis dans tes consultations de sexologie? Alors, ça fait pas longtemps, parce que moi, je suis diplômée de juin. Et donc, comme j'aime pas me porter la poisse, j'ai attendu d'avoir mon diplôme en main pour me dire, allez, tu vas monter une consultation. Et donc, j'ai commencé à ouvrir mon planning en septembre. Donc, ça prend beaucoup de temps de s'installer à son compte. J'ai la chance d'accéder à plein de leviers de visibilité, évidemment. Mais pour autant, la santé sexuelle n'est pas encore un soin essentiel aux yeux des gens. Donc, j'ai pas une foule de patients. Principalement, ça va être des hommes avec troubles érectiles, troubles du désir. Et pour les femmes, ça va plus être parcours de soins par rapport à l'endométriose, le cancer du sein ou la ménopause. Donc, je n'ai pas encore réussi à aller chercher ma patientèle de gens malades que je pourrais aider, mais ça va venir. C'est quelque chose que tu veux faire en complément ou quelque chose où tu veux te lancer à 100% sur des consultations de sexologue? Ah ben, j'aimerais bien à 100%. Après, c'est l'avantage du métier d'infirmière, que ce soit sexologue ou pas, c'est que c'est hyper varié.
C'est-à-dire, je suis à la consultation, mais je peux enseigner. Je peux faire des webinaires pour recevoir des patients en groupe. Je peux animer des ateliers dans des CGID, dans des centres de santé sexuelle, dans des centres de périnatalité. Je peux intervenir dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je peux faire des conférences, des congrès. Je peux parler d'addiction, je peux parler de prévention. En fait, c'est tellement vaste que je sais que je passerai probablement pas 8 heures par jour dans mon bureau à recevoir des gens. De toute façon, je pense pas que ça me conviendrait à très long terme. Maintenant, j'aimerais bien, oui, avoir une patientèle qui donne du sens à ce que j'ai étudié et à ce que je pense être bien et nécessaire pour être heureux, quoi. Et moi, il y a un truc que je trouve dommage justement dans ça, c'est que je trouve d'une utilité indispensable justement la sexologie parce que beaucoup de gens en ont besoin. Enfin, ça fait partie pour moi comme si une consultation de psychologue. Et on voit que sur ça, par exemple, il y a des réformes qui proposent 10 séances par an. La sexologie, c'est pas encore quelque chose qui va être pris en compte dans un parcours de soins et ça peut parfois pour certaines personnes être inaccessible au niveau budgétaire. Et aujourd'hui, on se retrouve qu'avec des centres de santé sexuelle comme le Griffon où on peut accéder justement à des rendez-vous avec un sexologue, mais qui reste infime par rapport à toute la population qui en aurait besoin. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour que plus de monde puisse y avoir accès? À mon niveau, faire évoluer le métier d'infirmier, ça serait pas mal déjà. Oui. Parce que figurez-vous que je ne peux pas être sur Doctolib en tant qu'infirmière sexologue parce qu'ils ne prennent que les infirmiers de soins généraux. Donc, à moins de prendre la carte vitale, d'être en libéral et de faire des piluliers, des sous-cutes, et je ne réduis pas le métier de l'infirmière libérale aux piluliers et aux sous-cutes, évidemment. Mais bon, voilà, c'est pour grossir les traits. En fait, on passe des DU, des DIU, on se forme, on peut proposer une offre de soins hyper large, mais nécessaire. Il n'y a pas de diplôme universitaire médico-paramédicaux inutile. Ça n'existe pas. Voilà. On ne fait pas de charlatanisme, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où on peut accéder à ces diplômes, où on peut accéder à ces formations, on devrait pouvoir ouvrir des consultations infirmières dédiées à ce pourquoi on s'est formé. Moi, à la rentrée, je vais faire un DU de victimologie, de prise en charge des victimes de violences. Je ne peux pas ouvrir une consultation d'accueil, une permanence d'accueil pour les victimes de violences. Il faut que je travaille au COVA, au salaire de base de l'infirmière échelon 2. En fait, pas du tout, parce que moi, je n'ai pas fait que 3 ans. J'arrive à Bac+6, les gars, qu'à un moment donné, j'ai le droit quand même de fixer aussi mes tarifs, d'ouvrir une permanence, si je le souhaite, gratuite, d'ouvrir une permanence à des adhérents, de faire comme je veux, d'ouvrir une ligne de téléphone peut-être. Eh ben non. Si tu sors des clous du libéral, pourquoi tu seras à ton compte ? On nous bride vachement. Un médecin qui est sexologue, de manière générale, ils sont psychiatres ou généralistes, et en fait, ils peuvent le passer sur la consultation de psychiatrie ou la consultation de médecine générale. Ils vont prendre un dépassement d'honoraires correct, mais avec un remboursement de toute façon de la mutuelle sur une bonne partie de la consultation, ce qui n'est absolument pas mon cas. Là, je suis en train de voir avec des associations, notamment contre le cancer du sein, associations de patientes et d'accompagnement, pour proposer des consultations. Par exemple, telle association, pour la modique somme de temps, je vous donne 10 consultes pour vos adhérentes, orientez-moi vos patientes. Et ce n'est pas les patientes qui payent, c'est l'asso. Et ça permet pour que ces femmes elles puissent accéder à la sexologie. Et après, il faut que j'aille vers France CEP, France Parkinson. Il faut que j'arrive à aller... Il n'y a que, finalement, par l'associatif et l'émulation humaine des gens lambda qui se sentent concernés ou qui ont vécu le parcours d'un proche qu'on peut aller chercher ces patients en trouvant un système où ce n'est pas les patients qui payent la consultation. En vrai, tu as fait de la sexualité ton cheval de bataille. Oui. Dans tous les domaines. Oui. Ça vient compléter en plus avec chaque corps de ta carrière professionnelle, elles se complètent finalement les unes des autres, quoi. Mais je le vois même dans les films que je réalise. Maintenant que je suis formée, j'ai plus envie de parler des mêmes choses, j'ai plus envie de filmer les gens pareils. Ah oui. Je suis beaucoup plus proche de mes comédiennes, de ce qu'elles... Enfin oui, j'avais déjà conscience que du moment que je n'ai plus tourné, j'avais conscience du privilège que c'était de filmer l'intime de l'autre. Qu'il le joue, qu'il le surjoue, qu'il s'invente un personnage ou qu'il soit 100% lui-même, avec une énorme libido et une grosse envie de ken ce jour-là, peu importe, c'est un privilège d'être là avec sa caméra et qu'on m'autorise à capter ce moment qui peut être des fois nul, des fois génial, des fois très intense, des fois une parenthèse enchantée. Aujourd'hui que je suis vraiment formée à la sexologie et à l'écoute, au recueil de ces parcours, de ces vécus et à l'accompagnement des gens, quand j'échange avec mes comédiennes pour préparer nos scènes, vraiment, c'est oufissime. Ce que j'arrive à filmer, mes films sont les meilleurs maintenant.
C'est hyper branlatoire, c'est trop bien. Le terme, j'aime bien. Mais par contre, c'est beaucoup plus suggestif quand même, de moins en moins pornographique au final, mais dans l'intention, dans l'intensité, Ouais, il y a beaucoup moins de frustration et pour autant, il y a beaucoup moins de pénétration. Et du coup, on parle aussi beaucoup d'addiction au contenu pour adultes. Est-ce que le fait justement d'avoir ce regard-là, avec ton regard sexologue, comment tu l'appliques dans justement ton côté productrice Alors, j'ai un conflit d'intérêt certain et oui, à parler d'addiction à la pornographie, mais oui et non. Parce qu'en fait, les gens... il faut bien distinguer les consommations problématiques des consommations addictives. Il y a des gens qui viennent me voir en consultation, là, je suis addict au porno, je leur fais faire un journal du comportement, pas du tout addict. Comportement peut-être problématique à vos yeux parce que vous sentez qu'il y a un impact, mais vous ne rentrez pas du tout dans la classification de l'addiction. Voilà, déjà. Rassure, d'entrée Bien de jeu. sûr. Et Ouais. finalement, il n'y a pas tant d'addicts. Et tu penses que oui, au final, il n'y a pas Parce tant que de- l'addiction, c'est un diagnostic, c'est une pathologie médicale. Moi, je ne vais pas dire au patient qu'il a une addiction. Je vais lui faire l'échelle, on va discuter de sa consommation et je vais l'envoyer vers son médecin traitant avec un petit courrier qui dit « je lui fais passer telle et telle échelle ». Il n'y a pas de... Dans le DSM, donc le grand livre de la santé mentale, il n'y a pas le titre « addiction à la pornographie ». On arrive, là, je crois maintenant, à addiction aux écrans. Il y avait l'addiction aux jeux, ça fait déjà 10 ans, je crois, que ça a été vraiment classifié. On peut souffrir de l'addiction aux jeux. C'est un diagnostic médical. La pornographie, non. Mais en utilisant l'échelle de l'addiction en général, hors substance, on peut distinguer qu'un patient, il a complètement perdu le contrôle, qu'il a du craving, qu'il a essayé d'arrêter 10 fois et qu'il n'y arrive pas, qu'il a besoin de plus fort, plus intense, plus souvent, pour atteindre à peu près la même satisfaction. On est dans l'addiction. Voilà. Ça peut avoir aussi des conséquences sur sa vie. Des conséquences sur sa vie. Il n'arrive plus à aller vers la sexualité réelle. Mais même avec un simple comportement problématique ou un comportement ou une consommation trop précoce, on peut avoir du mal à aller vers la sexualité réelle. Et pour autant, rarement les jeunes sont addicts à la pornographie. Ils sont addicts à l'écran. Ils vont se tunneliser pendant 2 heures. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont regardé. Et finalement, la pornographie, ils ne sont pas addicts au sexe qu'ils regardent. Ils sont dans la gestion de leurs émotions. C'est un support de gestion de leurs émotions. C'est une consommation compulsive parce qu'ils ont de l'anxiété, parce qu'ils ont du stress, parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils se sont isolés, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'amis. Et ça va être un peu un exutoire. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas du tout accros au porno. Ils sont accros à ce shoot de dopamine que leur donne aussi TikTok, que leur donne aussi Snapchat, que leur donne en fait l'écran de manière générale. Et donc, j'ai un conflit d'intérêt puisque moi, je fais de la pornographie, mais je ne fais pas de la pornographie diffusée gratuitement sur les plateformes auxquelles les mineurs pourraient accéder. Je fais de la pornographie et je pense que c'est important de le distinguer. D'ailleurs, je donne un webinaire demain sur le sujet. Il est important de distinguer la pornographie qui annihile toute capacité de fantasme, de désir, de projection de soi dans une situation excitante et lubrique, et la pornographie où il y a une petite histoire, où ça va réveiller un truc ou pas, on va avancer parce que en fait là, ce qu'il me raconte, ça m'excite pas trop, cette situation-là ne me parle pas, mais la prochaine, sûrement. Où on va stimuler un petit peu la capacité du fantasme, la capacité à s'identifier au personnage et potentiellement à avoir une masturbation qui est connectée à notre cerveau. Et pas, j'ai regardé 50 vidéos de moins de 2 minutes avec mon sgeg dans la main, j'ai toujours pas joui, je me suis tunnelisée pendant 1h30, ok, je vais avoir un orgasme rapide. En fait, il n'a rien consommé du tout. Il s'est violé la rétine pendant 1 heure en regardant n'importe quoi, à la chaîne, il s'est identifié dans rien. Il ne sait même pas ce qu'il aime. La démarche n'est même plus sexuelle. Quand on demande à ses patients, mais vous aimez quoi dans le sexe? Ce que lui, il aimerait faire, ce que lui, il aimerait qu'on lui fasse, plus de capacité. Plus de capacité au fantasme. Ils ont déconnecté leur esprit. Et ça, alors comment tu pourrais l'expliquer? Il y a des gens quand même qui ont des vulnérabilités. Okay. La vulnérabilité, déjà, c'est l'exposition précoce. Quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas de lobe frontal, quand on n'est pas éduqué à ce qu'on va voir, on peut se retrouver à avoir un comportement problématique. Il y a l'isolement social, il y a quand on a déjà des troubles anxieux, un stress chronique, quand on est déjà dans un syndrome dépressif, quand on est isolé, qu'on n'a pas de partenaire régulier, qu'on n'est pas en capacité de faire des rencontres. C'est déjà c'est ce qui ressort des tableaux. Le plus souvent, c'est ça. Quelqu'un qui est heureux en mariage, qui a une vie professionnelle épanouie, qui a aucun problème d'anxiété, de stress, donc de besoin
de compulsivité, de gérer son stress et ses émotions, qui a une vie sexuelle épanouie avec sa partenaire, il va pas consommer et partir en sucette, normalement. Après, il y a la comorbidité de la tendance addictive. Quelqu'un qui a déjà été accro au cannabis, qui ensuite a été accro au jeu, parce qu'il avait arrêté le cannabis, qui ensuite a été accro au sport, parce qu'il avait arrêté les jeux, et qui ensuite tombe dans la pornographie et qui arrête le sport, il va potentiellement être accro à la pornographie. La conduite addictive... D'où On l'a ou on l'importance. l'a pas, hein. Ouais. C'est ça. D'où l'importance de rendre accessible justement la sexologie, Les consultations, les consultations pour en parler, C'est pour ça, c'est pas comme même rester des seul. lieux pour venir, comme le Griffon, pour venir dire voilà, je pense que Est-ce que j'ai un problème. Excuse-moi, est-ce que tu constates, là on parle d'addiction, de pornographie, tu constates toi à ton échelle le rapport entre justement la consommation de substances et la pornographie? Un espèce de lien, parce que nous au Griffon Alors on est moi, dedans, je quoi. j'ai pas de population LGBT. chemsexeur en consultation. J'ai absolument jamais reçu de patients LGBTQIA+. Ok. Je pense que mon passé d'actrice hétéro blanche, cisgenre, voilà. Je suis pas la première personne vers qui on va se tourner, même si je suis hyper ouverte à recevoir absolument tout le monde. Du coup, j'ai pas beaucoup d'informations, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je me forme au sujet très prochainement parce que j'estime que j'ai pas été assez formée pendant mon DU à la population chemsexeur. J'ai été formée à l'époque où je travaillais au SAMU parce qu'on peut ramasser une overdose. Donc ça, je sais faire. Mais recevoir quelqu'un qui dit « je sais plus faire l'amour si je prends pas de produit » ou « j'ai fait l'amour sous produit, je pense qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai un vécu traumatique, je ne sais pas lequel, je sais pas aller chercher mes souvenirs, je me sens plus bien depuis, j'arrive plus à avoir du désir ou quoi ou qu'est-ce », j'ai pas eu cette population-là du tout. J'ai eu des personnes victimes de violences, mais pas au décours de soirées sous emprise. Donc voilà, je sais pas. Parce que c'est quand même deux points importants, cette consommation de porno, cette consommation de drogue, et du coup les deux quand ça se rend... C'est lié. Ouais. Il y a Ah oui, une oui. corrélation certaine. Ouais, oui, non oui, 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 on Et puis je pense que sur le chemsex, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup d'ampleur et qui va aussi parfois. toucher Parce beaucoup que quand les on parle de chemsex, on parle de certaines substances ou on parle de toutes les substances. de relations sous substance. Ouais, c'est principalement, ça va être 3-MMC, cocaïne. Donc on parle quand même de drogue, ouais, de drogue ouais. solide. Oui, Ouais, poppers, cannabis. C'est pas ça. juste de se dire je fume deux Bose non. pour être une danseuse étoile et que tout soit ralenti. Ah non, ça, c'est joindre la consommation de produits pour aller chercher de la performance, pour aller chercher de la durabilité. D'accord. Donc on se retrouve parfois, nous, avec des chemsexeurs qui arrivent, ça fait 5 jours qu'ils ne sont pas sortis d'un appartement. D'accord. Ah oui, Et d'accord. ils On ont est sur vu quelque défiler. chose d'extrême Oui, oui, quand même. voilà. Et puis c'est quelque chose qui impacte aussi leur sexualité parce que derrière, ils n'arrivent plus à avoir de relations sans consommer. Et c'est un cheminement qui peut prendre aussi des mois avant de pouvoir retrouver une sexualité, j'ai envie de dire, Ah, mais un peu quand on normale. surshoote le cerveau avec des Effectivement. sensations fois 1000, Oui, finalement, lui dire par contre, maintenant, tu vas te contenter du fois 1. Mm. Il aime pas trop ça, le cerveau. Quand on lui. mais quand c'est on un lui phénomène coupe, qui, pour le coup, l'approvisionnement de sensations entre- dopaminergiques, là. Ouais. Et oui. et c'est quelque chose qui s'il n'y a pas de choses qui sont mises en place rapidement, va potentiellement toucher beaucoup plus de Ah, population. Et aujourd'hui, il y a des hétéros qui sont aussi impactés Oui. par ça. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus Parle de Parce, fléau, hein. parce que de tout temps et à jamais, on a fait l'amour sous substance. Que Mm. ce soit la weed pour aller moins vite, pour tout ressentir, pour prendre son temps. Pas forcément pour oser. La weed, c'était pas, on fumait pas sous weed en se disant Chill. je vais oser des choses. Non, c'est plus voilà, pour être Mm. chill, pour être un peu détendu, pour se sentir plus à l'aise. Ouais, Mais plus là, on parle relax. d'autres substances Ouais. qui ont Et, été mises et- sur le marché. hein. Et C'est- l'alcool, bah, c'était plus dans. Quelque part, on faisait boire une fille pour accéder à son intimité. Hein. Grossièrement, c'était un peu ça. Ouais, ouais. Elle a bu, elle dira pas forcément non ou elle dira pas non très fort. Moi, j'ai beaucoup de filles, enfin, j'ai eu de retours qui me disaient j'ai de plus en plus de mal à avoir des rapports sexuels sobres. Parce que l'alcool, ça désinhibe, ça donne Bien sûr. confiance. Et, Sauf que quand on a bu, on n'est plus en train de consentir. oui. Et là, c'est au partenaire de s'alerter. Après, encore une fois, c'est du bon sens et il y a une question de feeling aussi.
Dans le cadre d'une relation, alors ça va être très tendancieux ce que je vais dire, on va sûrement me tomber dessus, me taper sur les doigts, mais dans le cadre d'une relation sécure, boire un verre parce qu'on a envie de tenter une pratique, qu'on en a parlé 1000 fois, qu'on a acheté l'outil et qu'on aimerait bien se lancer, ça va. Ok. Par contre, être en soirée, boire 10 verres pour se dire ce soir je couche parce que ça fait 6 mois que j'ai couché avec personne, ça ne va pas. Et c'est une nuance, malheureusement, c'est toujours cette zone grise de l'individualité, de la singularité de chacun, la capacité à s'arrêter, la capacité à pas profiter, pas prendre avantage sur l'autre. En fait, quel est l'intérêt, où est le plaisir en tant qu'homme, en tant que femme, de se dire tiens, je vais me le faire, en plus, il a bu et je vais en profiter. Parce que potentiellement sobre, il t'aurait dit non, le mec. Et moi, je connais des femmes qui font boire des mecs plus jeunes, qui auraient sûrement pas couché avec une quadra, mais qui vont coucher avec une quadra parce qu'ils ont bu 2-3 verres et que finalement, ce soir, ils sont un peu désinhibés, ils se lancent et ils vont se taper la quadra. Moi, je me dis, j'ai pas du tout envie de coucher avec quelqu'un qui est pas 100% avec moi. Par contre, dans le cadre du couple, où on s'est pris une chambre d'hôtel, on a descendu une bouteille de Saint-Estèphe, on est tous les deux, on a piché un peu et on a envie de tenter un truc ou pas d'ailleurs, c'est OK de faire l'amour en ayant bu quelques verres de vin. Oui. C'est pas OK. Oui, il ne faut pas non plus. Encore une fois, c'est la question du bon sens et c'est l'excès qui est dans. de ne pas nuire à l'autre. Oui. La sexualité, c'est un magnifique espace de liberté et ça devrait être un magnifique espace de liberté safe. Parce que ton plaisir, il ne doit pas être dépendant ça ne doit pas venir du fait que tu es en train de blesser quelqu'un, que tu es en train de traumatiser quelqu'un ou de violenter quelqu'un. Dans ce cas, tu es malade. C'est pas si je peux me permettre, c'est pas le poison qui est important, c'est le dosage. Oui, et c'est le contexte. Oui. C'est le dosage, c'est le Intentionnalité, contexte, tout ça, c'est l'intention. Oui. Si on est dans l'intention de nuire à l'autre Ou de se nuire à toi. ou de se nuire à soi, c'est pas acceptable. Et le problème avec le Kensex, c'est justement, on parle plus de vin, on parle de drogue dure. Ouais. Et on parle de repousser des limites, on parle de s'oublier. Les conséquences ne sont pas les mêmes, surtout. On se met en danger aussi. Il y a des décès, ça peut aller jusqu'au décès. Et c'est pas juste un verre ou 10 verres d'alcool. Des d'alcool. conséquences physiques et des séquelles. Physiques, sociales aussi. Parce que là, en ce moment, on est justement plein dedans, on est bien concerné. Il y a les produits qui sont coupés, qui sont mal coupés. Et on se retrouve avec des usagers qui débarquent et qui ne reconnaissent plus leur comportement sous drogue. Parce que les effets sont plus les mêmes, parce que c'est coupé à on ne sait pas quoi. Et ça a des impacts sur leur physique. Voilà, Est-ce qu'il y a des drogues meilleures que d'autres? Non. Non, mais il y en a des plus La dégueulasses. sexologie. Voilà, Non, mais quelque part, c'est la santé Oui, sexuelle, et puis c'est aussi de Pas pouvoir en hésiter parler. quand il est question de substances, d'aller vers les centres dédiés dans les services de santé mentale. Je pense que c'est l'EXAPA qui reçoit. Ouais. Mais là où Il y a, c'est un il y a- peu il y a des flou, soignants qui sont formés aussi Oui. quand on est quand on sépare descendre d'un trip ou je parle comme une boumeuse, ça tombe redescendre d'un trip. Je consomme pas, ça va. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à se présenter aussi aux urgences mais et oui, à être mis en souvent, sécurité, c'est ce moment-là où tu es enfermé avec toi et Mm. où tu n'oses pas sortir de chez toi, prendre ton téléphone pour demander de l'aide et que tu restes avec cette idée de toi que tu es tombé bien bas, que tu ne pourras pas te remonter et que de toute façon, l'échappatoire, c'est de recommencer ce soir, quoi. Voilà, et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Oui. Et c'est pour ça de rappeler qu'il existe aussi des lieux où justement, c'est quelque chose où on peut aider les on peut être personnes, on accueilli peut être sans accueilli, jugement on et- peut être sans jugement. Et être pris en charge, Et c'est important de le rappeler, ça, je crois. bien sûr. On veut revenir sur le sujet d'avant, parce que du coup, j'ai cogité. T'as dans la retrouvé ta tête. question? Pas non, mais c'était Allez. surtout sur le contenu amateur et le contenu professionnel. Et Allez. je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au fait que tu me disais le foot, il y a des règles et que ça soit un amateur ou un professionnel, on n'a pas le droit de toucher le ballon avec les mains. Je suis d'accord, mais en même temps aussi, je trouve que le côté amateur permet aussi à certains de se lancer et c'est ce qu'il y a dans le foot amateur, c'est ce qui a fait grandir des joueurs aujourd'hui hyper connus. Et du coup, ma question, c'était savoir, est-ce que du fait que tu fasses du contenu pour adultes professionnels, est-ce que le fait, du coup, le contenu amateur
pas te pose problème, je sais pas comment poser la question, mais du Je pense qu'il te faut, gêne il faut de la pornographie pour tout le monde. Ok. Tout le monde, tous les corps doivent être représentés, toutes les sexualités, à tous les budgets. Ce qui, moi, me pose problème, c'est quand on se dit que, du coup, les règles ne s'appliquent pas. Je répète, l'amateurisme, c'est la forme. On filme d'une certaine manière, on fait certaines histoires, on veut raconter certaines choses. L'amateur, c'est un storytelling. Ok. Dans le fond, tu te dois, même si tu es un amateur, de respecter certaines règles. Et les règles, c'est, est-ce que la personne que je filme est OK pour être filmée? Est-ce que la vidéo, quand je la diffuse, cette personne, elle est OK pour que je la diffuse? Est-ce que cette personne est en bonne santé? Est-ce que cette personne sait ce qu'elle va faire? Pourquoi elle va le faire? Combien elle va être rémunérée? C'est juste ça mon propos. Ok. Et vraiment, si demain, moi, je décide de vendre à manger sur le marché, je ne vais pas juste poser ma table et dire aux flics à qui je n'ai pas payé l'emplacement, avec ma nourriture que je n'ai pas conservée au frais et rien du tout et whatever, dire oui, mais là, j'essaye, je suis amateur, mais un jour, j'aurai un restaurant étoilé. En fait, je vais peut-être empoisonner les gens. En fait, j'ai pris un emplacement que j'aurais dû payer. Charge à moi, quand je décide d'essayer un truc, même à un petit niveau, et encore, il n'y a pas de petit niveau, à un niveau qui est le mien, de me renseigner sur comment on fait bien les choses. Parce que en fait, ça vaut pour tout. Je décide d'acheter un appartement, je ne vais pas aller voir le propriétaire en disant on l'achète juste nous deux. Ah, mais c'est un premier. Je suis primo-accédante. Je ne savais pas qu'il fallait un notaire. Je ne savais pas qu'il fallait payer une taxe foncière. Je ne savais pas. Pas du tout. De manière générale, pour tous les autres sujets, ça ne pose pas de problème aux gens, même quand ils débutent, de jouer le jeu des règles et d'accepter d'être des amateurs. Est-ce qu'il y a du coup des contrôles par rapport à ça? Parce que dans le... S'il y avait une législation en vigueur et un cadre, il y aurait des contrôles. Okay. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Du coup, j'estime que c'est un peu quand même à charge des plateformes de proposer des ressources, de proposer des accompagnements, de proposer des informations claires et précises pour les gens qui se lancent. Okay. Maintenant, je pense que pour tout ce qu'on entreprend dans la vie, on se renseigne d'abord, on voit ce qu'on est censé faire pour faire ça bien. On n'a pas envie d'un faux départ et d'avoir un MeToo, de toute façon. On n'a pas envie d'un faux départ et de se retrouver agressé dans une chambre au milieu de nulle part parce qu'on était persuadé de faire une collab avec une copine du même âge et en fait on arrive et c'est un vieux monsieur qui va nous bousculer. En soi, c'est aussi pour sa sécurité à soi et pas que celle des gens avec qui on va collaborer. Ok. Et du coup, désolé, c'est un peu... Mais est-ce que tu penses que aussi le côté amateur a pris aussi beaucoup d'ampleur? Est-ce que ça a aussi pas fait un peu de mal aussi au contenu pour adultes un peu professionnel? Pas du tout. Le pourcentage des gens qui achètent leur pornographie est en constante hausse. Oui. Oui. Ok. Donc non, pas du tout. Non, c'est pas... Non. Pour toi, c'est pas deux choses... Non, parce que la personne qui aime l'amateur ou qui aime une certaine créatrice ou un certain créateur va le consommer de toute façon. Et la personne qui a besoin d'histoire va aller sur Canal+, rentrer son code parental. De toute façon, il est déjà abonné à Canal+. On ne s'abonne pas pour la pornographie. Hein. Oui. Bon, il est déjà abonné, il va aller regarder son film avec son petit code parental. Il va peut-être voir une comédienne, il la trouve super. Il va regarder si elle a une plateforme, il va s'abonner à la plateforme, il va dépenser dans l'amateur qu'elle propose pour avoir une relation directe avec elle, une relation numérique et virtuelle, bien sûr. Mais je pense que tout se complète et qu'il y a un public pour tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, de l'amateur, il n'y a pas de gratuité. Les créateurs de contenu ne font pas de gratuité. Non. Donc, c'est hyper complémentaire. Ça entérine le fait que nous, on essaie de défendre depuis quand même longtemps dans la pornographie professionnelle, que c'est un cinéma de genre, c'est culturel, et la culture, ça se paie, les gars. Tout travail mérite salaire. Donc, absolument. Mais 1000 fois plus que l'époque où Patrice et Bobonne se filmaient, le mettaient sur Camelto gratos et attendaient les commentaires où on disait « Oh, t'as bien baisé ta femme ». Et ils n'étaient pas rémunérés. Ça nous faisait du mal. Ça nous faisait du mal parce que même si c'est super qu'ils s'exhibent, en fait, ils s'exhibaient gratuitement. Et donc, les contenus payants, les gens n'y allaient plus pour la masturbation simple, la masturbation où il n'y a pas de fantasme derrière avec des choses précises que les gens ont besoin de voir pour s'exciter. Donc, en soi, non, c'est archi complémentaire. Et dernière question pour moi là-dessus. Tu parles du coup de cette charte qui a été mise en place justement dans la production professionnelle. Est-ce que c'est une charte qui peut être appliquée aussi en amateur? Est-ce qu'elle est appliquée? Elle est appliquée. Okay. Parce qu'il y a quand même, maintenant, aujourd'hui, on va pas se mentir, tous les gens qui travaillent aujourd'hui sont arrivés après la charte déontologique. C'est leur condition de travail. Et la plupart des comédiennes, je parle des acteurs et des actrices professionnelles, la plupart sont arrivés après 2021, la diffusion de la charte. Donc, c'était leur référence. Elles n'ont travaillé que sous ces conditions-là. Et c'est ce qu'elles appliquent pour leur collaboration.
Et elle croise la route d'à peu près tous les autres créateurs. Ils se rencontrent, ils travaillent ensemble. Les actrices X et les acteurs X ne travaillent pas qu'avec des actrices X et des acteurs X. C'est quand même hyper poreux. Les créateurs de contenu, il y en a qui sont même plus connus que des acteurs et des actrices professionnelles. Tout le monde travaille ensemble. Et tout le monde a à peu près les mêmes desiderata, normalement. Émilie, merci beaucoup Avec plaisir. d'être venue nous voir et d'avoir répondu à nos questions. J'ai hâte de voir quelle va être ta prochaine aventure, ta prochaine casquette. Je me demande où est-ce que tu vas t'arrêter. Et je vous dis à tous très bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur des corps. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore.